Il s'est avéré que la musique ne m'avait pas brisé, mais libéré. Mon 35e anniversaire a commencé comme n'importe quel mardi ordinaire, bien que j'attendais avec impatience le dîner chez Marello's depuis presque 2 mois. Nous avions débattu de ce restaurant jusqu'à plus soif. C'était l'un de ces restaurants italiens à l'éclairage tamisé, avec une liste de réservations si exclusive qu'obtenir une place donnait l'impression d'être une réussite. Je suis arrivé à l'heure, avec 15 minutes d'avance, la ponctualité étant profondément ancrée en moi. J'ai demandé notre coin habituel près de la fenêtre, dont ma femme avait toujours dit qu'il était parfait pour les demandes en mariage ou les anniversaires importants. Le serveur jetait des coups d'œil par-dessus mon épaule toutes les quelques minutes, s'attendant visiblement à son arrivée tardive, compensée par une histoire élaborée sur les embouteillages ou une réunion prolongée. J'ai dû lui dire 2, peut-être 3 fois, qu'elle ne viendrait définitivement pas, avant qu'il ne cesse enfin de rôder près de notre table, avec cette expression étrange que prennent les serveurs quand ils sont témoins, en temps réel, d'un rendez-vous manqué. Finalement, il a débarrassé le couvert supplémentaire, mais non sans me lancer ce regard universel de pitié qui n'a fait qu'accentuer le sentiment d'abandon. J'ai quand même commandé nos plats. J'ai choisi les 2 plats que nous prenions toujours, les raviolis aux champignons sauvages, qu'elle ne cessait de louer, et le faux filet, que je préférais, cuit exactement saignant. Je lui ai même demandé d'apporter le tiramisu que nous partagions traditionnellement, avec 2 fourchettes au milieu. Un fragment pitoyable et optimiste de mon cerveau caressait l'idée qu'elle pourrait surgir à la porte, essoufflée et confuse, s'excusant, et que tout cela n'était qu'un malentendu concernant l'heure ou la communication. Mais mon téléphone s'est resté largement silencieux, à l'exception d'un seul SMS arrivé vers 7h15. Urgence client. Impossible de me libérer. Désolé, chérie. Je t'aime. Les mots sonnaient robotiques et insincères, comme une réponse automatisée dans un email de service client que personne n'avait vraiment rédigé ou voulu. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence totale de toute mention de mon anniversaire. Ni dans ce message, ni dans un SMS ultérieur, seulement ces mots vides, suivis d'un emoji cœur qui semblait plus insultant que de ne rien envoyer du tout. J'ai dîné seul, dévorant méthodiquement les 2 assiettes, car il me semblait mal de gaspiller de la nourriture, même si tout le reste se sentait comme des débris. J'ai réglé une note qui aurait pu couvrir les courses pour 2 semaines, j'ai laissé un généreux pourboire parce que le serveur n'était responsable de rien de tout cela, et je suis sorti dans une soirée d'avril d'une froideur excessive pour le printemps. J'étais en train de remonter le col de ma veste lorsque mon téléphone a vibré à nouveau dans ma poche. Cette fois, la notification était différente. Une alerte de fraude d'American Express, plus précisément de la carte de crédit voyage que nous utilisions ensemble pour réserver les hébergements et les vols. Je n'avais gardé ce compte que parce qu'il générait des points triples pour les séjours à l'hôtel. L'opération affichée concernait une réservation au Windsor Hotel, l'un de ces hôtels boutiques haut de gamme du centre-ville, avec un bar sur le toit réputé et des suites dont les prix à la nuit dépassaient ce que la plupart des gens payaient pour leur loyer, à environ 13 km de l'endroit où je me tenais sur le trottoir. La réservation n'était cependant pas à son nom, ce qui aurait en quelque sorte eu un sens pervers. Au lieu de cela, elle était au nom de David Patterson. J'ai immédiatement reconnu ce nom. Je l'avais entendu des dizaines de fois lors d'événements d'entreprise et de fêtes de Noël, toujours prononcé avec un certain ton qui faisait involontairement se contracter les muscles de ma nuque. David était un associé principal de son cabinet d'avocats. Récemment divorcé de sa femme après 15 ans de mariage, c'était le genre d'homme qui portait des costumes italiens sur mesure coûtant plus cher que des voitures d'occasion, et qui parlait avec désinvolture de sa propriété de ski à Aspen lorsqu'il s'agissait de projets de week-end. Il m'avait une fois tendu sa carte de visite gravée lors d'un gala de bienfaisance, et avait fait une remarque suggestive sur le fait que la vie de célibataire avait certains avantages, si jamais je me lassais de la routine domestique. J'avais ri poliment à l'époque et j'avais considéré cela comme de l'arrogance inoffensive. Ce rire me semblait lointain maintenant, remplacé par quelque chose de plus froid et de plus réfléchi. Au lieu de rentrer directement chez moi, j'ai mis le cap sur un restaurant ouvert 24 heures sur 24, situé juste en face de l'entrée principale du Windsor. J'ai commandé un café noir, si amer que je n'avais pas vraiment l'intention de le boire, et me suis installé dans une banquette près de la fenêtre de devant, d'où j'avais une vue imprenable sur les portes tournantes en verre.
La serveuse a essayé de lancer une conversation anodine sur la météo ou des événements sportifs locaux. Je ne me souviens pas de quoi. Je me suis contenté de hocher la tête vaguement et j'ai continué à concentrer mon attention sur l'entrée de l'hôtel. 43 minutes se sont écoulées. Je les ai comptées sur ma montre. Une cérémonie formelle devait probablement s'achever à l'intérieur, car des groupes de personnes en tenue de soirée ont commencé à filtrer vers l'extérieur. Des hommes en smoking et des femmes en robe beaucoup trop extravagantes pour marcher facilement, tous riant avec l'enthousiasme décontracté qui découle du champagne millésimé et de la carte de crédit de quelqu'un d'autre. J'ai examiné chaque groupe avec attention jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur une silhouette qui m'a coupé le souffle pendant quelques secondes. Ma femme a franchi ses portes en verre, parée de la robe vert émeraude. Pas n'importe quelle robe, mais précisément celle que j'avais achetée 2 semaines plus tôt pour ce dîner précis. Elle l'avait accrochée à notre porte de salle de bain ce matin même, l'étiquette encore attachée, et avait marmonné quelque chose sur le fait de vouloir la garder pour une occasion spéciale. Apparemment, elle avait dit la vérité à ce sujet, mais pas sur le bénéficiaire de cette occasion. Elle lui tenait la main, pas négligemment, pas accidentellement, mais intentionnellement, les doigts entrelacés, comme le font les couples qui ont dépassé les phases initiales embarrassantes. Ils riaient ensemble de quelque chose, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans cette attitude universelle des gens qui échangent des blagues privées. Alors qu'ils atteignaient le hall des ascenseurs, visible à travers la vitre, elle s'est avancée pour redresser son col, sa main s'attardant sur sa poitrine dans un geste qui semblait plus étudié que spontané. Ce n'étaient pas les mouvements maladroits d'un faux pas occasionnel, c'était une routine chorégraphiée, une mémoire musculaire due à la répétition. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai pris une seule photo, d'assez près pour capturer clairement les visages, suffisamment détaillés pour prouver que je n'inventais pas des fantasmes paranoïaques. Ensuite, j'ai accédé à notre fil de messages qui affichait encore son dernier message concernant l'urgence inventée avec le client et j'ai tapé une nouvelle réponse. Dis bonjour à David de ma part, chambre 623. J'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé le téléphone sur la table, l'écran vers le bas, et j'ai regardé l'écran s'allumer brièvement avant de s'éteindre. C'était suffisant. Pas de questions, pas d'émoji en colère, pas de demande d'explication, mais seulement la vérité, livrée avec une précision chirurgicale. J'ai payé le café que j'avais à peine touché, j'ai laissé de l'argent liquide sur la table, et je suis rentré chez moi en empruntant le chemin le plus long possible. Je me suis arrêté à une station-service, même si mon réservoir n'en avait pas besoin, j'ai acheté du lait et des œufs dans une épicerie de nuit, même si nous en avions tous les deux à la maison. Mes mains n'ont pas tremblé une seule fois. Ce calme m'a plus effrayé que des tremblements. Cette maîtrise absolue indiquait que quelque chose de fondamental s'était recablé dans mon système nerveux. Quelque chose s'était brisé en moi de manière nette et complète, comme lorsqu'on entend craquer la glace sous ses pieds sur un lac gelé et qu'on comprend instinctivement qu'il n'y a plus de retour possible. J'avais franchi une limite invisible et je ne pouvais plus la retrouver. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, notre maison était là, sombre et vide. Alors que je m'engageais dans l'allée, sa voiture brillait par son absence, le garage ne contenait que ma berline. Je me suis garé avec soin, j'ai verrouillé chaque porte avec une précision délibérée, et je suis entré dans la maison que nous partagions depuis 6 ans. Ensuite, j'ai entamé un processus méthodique de soustraction, non motivé par la colère ou le chagrin, mais seulement par nécessité pratique. J'ai retiré les bougies parfumées qu'elle avait achetées pour les soirées romantiques, et je les ai jetées à la poubelle. J'ai ramassé ses verres à vin préférés dans le placard, je les ai enveloppés dans du papier journal, et je les ai placés dans un carton étiqueté avec son prénom au marqueur permanent. J'ai trouvé la photo encadrée de notre voyage de noces en Grèce, nous montrant en train de nous embrasser sur une plage de Santorini au coucher du soleil, et je l'ai mise face contre terre dans un tiroir que j'ouvrais rarement. J'ai préparé la chambre d'amis avec des draps frais, j'ai laissé une bouteille d'eau non ouverte sur la table de chevet, et j'ai réglé le thermostat sur une température agréable. Aucune note n'accompagnait ces préparatifs. Elle ne valait pas la peine d'un effort d'explication écrite pour quelque chose qu'elle comprenait déjà. Mon téléphone a entamé sa symphonie électronique vers 10h15. J'ai vu son nom clignoter en boucle sur l'écran, compter 10 appels d'affilée et dévier chacun d'eux vers la messagerie vocale. J'ai vérifié les messages plus tard, uniquement à titre de documentation. Où es-tu ? Réponds, s'il te plaît. Je suis sur le chemin du retour. Il faut qu'on parle tout de suite.
Je peux tout expliquer. Attends-moi là-bas. Le dernier SMS est arrivé à 10h40. J'arrive dans 5 minutes. Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu, car à ce moment-là, j'avais déjà totalement transcendé la colère. J'étais devenu autre chose, quelque chose de plus froid et d'infiniment plus calculateur. J'étais éveillé d'une manière dont je ne l'avais plus été depuis des années, percevant la réalité avec une clarté presque douloureuse, tant elle était précise. Sa voiture a crissé dans l'allée 19 minutes plus tard, les pneus protestant comme si elle avait négocié des virages résidentiels à une vitesse incertaine. Le moteur s'est tu, immédiatement suivi d'une portière qui a claqué avec une telle force qu'elle a résonné. Ses talons ont claqué frénétiquement sur le chemin en béton, le rythme ne cessant d'augmenter. Elle n'a pas perdu de temps à frapper ou à ouvrir la porte prudemment, avec culpabilité. Au lieu de cela, elle l'a arrachée comme si elle répondait à une alarme incendie et que j'étais le seul extincteur disponible, toujours vêtu de cette robe vert émeraude, maintenant visiblement froissée et tombant d'une épaule de manière asymétrique. Une chaussure ne tenait plus qu'à un fil, la bride lâche, comme si elle avait couru à travers des parkings. Son maquillage, qui devait être impeccable quelques heures plus tôt, avait complètement succombé aux ravages des larmes et de la panique croissante. Le mascara traçait de sombres coulées sur ses deux joues, ressemblant à des peintures de guerre appliquées avec des mains tremblantes. Elle ressemblait de manière frappante à quelqu'un qui venait de prendre conscience, avec une dévastatrice lucidité, qu'il avait tout misé sur une main qu'il avait fondamentalement mal interprétée. « Je peux expliquer », a-t-elle commencé immédiatement, sa voix se brisant avant que la phrase ne puisse prendre forme. « Ce n'est absolument pas ce que tu imagines. » Je suis resté assis sur l'accoudoir de notre canapé, un verre d'eau à la main, observant passivement une émission de cuisine en sourdine qui montrait du brasage fort. Je ne me suis pas levé. Je n'ai manifesté aucune réaction physique, me contentant de l'observer avec une sérénité surnaturelle qui la troublait probablement bien plus que n'importe quelle crise de colère n'aurait pu le faire. « D'où 623 » ai-je demandé, ma voix totalement dépourvue de toute emphase perceptible. Son visage a affiché une succession rapide d'émotions, un peu comme quelqu'un qui zappe rapidement les chaînes de télévision. D'abord, la confusion s'est manifestée, suivie de la reconnaissance, et enfin de quelque chose qui confinait à la terreur pure et simple. On pouvait presque sentir son cerveau parcourir frénétiquement une multitude d'explications possibles, testant rigoureusement divers récits quant à leur solidité structurelle. Elle s'est avancée vers moi par réflexe, fonctionnant en pilote automatique, s'attendant visiblement à ce que je lui tende la main, que je me radoucisse ou que je lui offre l'occasion dont elle avait si désespérément besoin. Mais je suis resté exactement là où j'étais, totalement immobile. « La chambre d'amis est prête », ai-je dit en désignant le couloir au-delà de la cuisine. « Tu dormiras là-bas jusqu'à ce que tu aies trouvé un autre logement. » « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sa voix a monté d'une octave. « Non, attends. Tu interprètes complètement mal la situation. Nous avons simplement pris un verre pour discuter de questions commerciales. Nous avons parlé pendant des heures de la fusion Morrison. David traverse une procédure de divorce particulièrement brutale et avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. Je ne pouvais pas créer une situation inconfortable en le repoussant, surtout parce que c'est un client si important. » J'ai levé la main pour arrêter son élan grandissant. « Je n'exige pas le scénario appris par cœur. Garde ton spectacle pour un public qui n'a pas encore vu la bande-annonce. » Elle a tenté ce rire nerveux et fragile qu'elle utilisait souvent lorsque les blagues ne prenaient pas lors d'événements mondains. « Tu es complètement paranoïaque, tu exagères de façon démesurée. Tu n'as rien vu de réel ou de significatif. » Je me suis levé et me suis ensuite déplacé délibérément vers elle, jusqu'à ce que nos yeux soient au même niveau. « J'ai vu ta main dans la sienne. Je t'ai vu dans cette robe, celle que j'ai spécialement achetée pour ce soir. Je t'ai vu sourire comme une femme qui, un instant, avait oublié qu'elle avait un mari qui l'attendait dans un restaurant à l'autre bout de la ville. » Cette remarque a fait mouche. Son visage s'est déformé, et elle s'est effondrée sur le banc près de l'escalier, a enfoui son visage dans ses mains, et ses épaules ont commencé à trembler. « Tu ne me cries même pas dessus, » a-t-elle murmuré, comme si mon silence représentait, d'une manière inexplicable, la trahison ultime. « Non, » ai-je répondu. «
Crier signifierait que je crois que nous sommes dans une dispute qui finira par se solder par un pardon. Ce n'est pas le cas. Ceci est maintenant passé à un processus. Et ce processus aboutit à ce que tu vives ailleurs. Pendant les 90 minutes qui ont suivi, elle a encore essayé plusieurs autres variations. Elle m'a rappelé que nous avions surmonté des situations bien pires dans le passé. Elle a mentionné la fois où elle avait bousillé ma voiture précédente et où je lui avais complètement pardonné. Elle a évoqué la carte de crédit qu'elle avait utilisée jusqu'à la limite, sans ma permission explicite. Elle a affirmé que j'avais toujours dit que nous étions des partenaires qui affrontaient tout ensemble. Tu as épuisé la moindre parcelle de bienveillance que j'ai jamais eue, lui ai-je dit avec une précision clinique. Félicitations pour cette performance. Le compte est maintenant à 0. Finalement, ses arguments se sont essoufflés et elle s'est traînée dans le couloir en direction de la chambre d'amis, ses talons claquant comme des salves isolées sur le parquet. Dans l'encadrement de la porte, elle s'est arrêtée et s'est retournée vers moi avec des yeux désespérés. « C'est donc ça ? Une seule erreur, et je suis simplement effacé de ta vie ?» Je n'ai pas répondu, car elle connaissait déjà la vérité. Elle avait pris sa décision ce soir-là. Maintenant, je prenais la mienne. Le matin est arrivé avec sa tentative de réhabilitation domestique. Elle se déplaçait bruyamment dans la cuisine, claquant les portes des placards avec juste assez de force pour communiquer du regret, sans pour autant s'excuser. Elle avait préparé du café avec la cafetière à piston que je préférais, avait mesuré la crème et le sucre méticuleusement selon mes spécifications exactes et l'avait placé bien en évidence sur le plan de travail, une sorte d'offre de paix. Je n'y ai pas touché. Je me suis simplement habillé comme tous les autres mercredi matin, j'ai choisi une chemise repassée, cherché ma montre et pris mes clés sur le crochet prévu à cet effet près de la porte. « Où vas-tu » a-t-elle demandé, essayant d'avoir l'air désinvolte, bien que sa voix soit manifestement tendue. « Faire des courses, ai-je dit. Dois-je t'attendre » Je me suis arrêté une fraction de seconde, juste assez longtemps pour la regarder. « Fais ce que tu veux. Évite juste de déplacer quoi que ce soit qui ne t'appartient pas. » La banque était agréablement calme le mercredi matin, ce qui correspondait parfaitement à mes besoins. J'y avais des comptes depuis plus de 12 ans, une durée suffisante pour que le directeur d'agence me reconnaisse immédiatement. Jennifer était perspicace et efficace, le genre de professionnel capable d'interpréter les situations avec précision sans qu'une explication explicite soit nécessaire. « Je dois retirer un mandataire de notre compte de crédit commun », ai-je expliqué en faisant glisser les documents nécessaires sur son bureau immaculé. Et je souhaite clôturer ces 2 comptes secondaires. J'ai désigné 2 comptes d'épargne dormants que nous avions ouverts il y a des années lors d'une brève phase de discussion sur l'achat de biens immobiliers. Jennifer a tout vérifié, ses doigts naviguant avec une efficacité rodée sur le clavier. Ces comptes ici ne présentent aucune activité depuis le début de 2001, a-t-elle constaté avec professionnalisme. J'en suis conscient, ai-je confirmé. Elle, non. Jennifer a hoché la tête une seule fois, sans porter de jugement apparent, une compétence pure. Et concernant les soldes restants sur les comptes clôturés, établissait des chèques pour la totalité. Liquidation complète. Les montants financiers n'étaient pas particulièrement élevés, peut-être 8 000 au total. Cela ne changerait pas radicalement le style de vie de qui que ce soit. L'action n'était cependant pas fondamentalement financière. Elle représentait l'établissement de limites, le tracé de lignes claires dans des zones auparavant délibérément floues, la coupure de l'alimentation en oxygène d'un espace que quelqu'un avait cru contrôler indéfiniment. Alors que Jennifer me présentait les documents de confirmation à signer, elle a croisé mon regard avec une expression qui n'était pas tout à fait de la pitié, mais certainement pas de l'indifférence non plus. « Prenez soin de vous », a-t-elle dit doucement et professionnellement. Je hochai la tête une seule fois en guise d'acquiescement, et m'en allais. En rentrant chez moi, je sentis immédiatement l'odeur du beurre et de l'ail frais. Ma femme cuisinait réellement, ne commandait pas de plats à emporter, ne réchauffait pas de plats préparés au micro-ondes, mais cuisinait vraiment à partir d'ingrédients bruts. Une vraie préparation, comme elle le faisait au début de notre relation, et on aurait dit qu'elle passait un entretien d'embauche. Elle se retourna trop vite en m'entendant rentrer. Ses yeux brillaient d'un optimisme fin. Ses cheveux étaient ramenés en arrière dans cette coiffure particulière que j'avais complimentée il y a des années. Elle avait remis du rouge à lèvres
et portait une robe d'été décontractée, ce qui suggérait un effort sans désespoir. « J'ai préparé ton plat préféré », annonça-t-elle avec une joie forcée, en désignant le repas copieux sur la cuisinière. « Crevettes à l'ail au beurre avec le risotto aux truffes que tu aimes tant. » Je suis allé directement à l'évier, me suis lavé les mains avec une attention méthodique, les ai essuyées complètement avec la serviette, puis j'ai inspecté la nourriture qu'elle avait préparée. « Est-ce que tu cuisinais comme ça pour David aussi ?» demandai-je calmement. Son visage s'effondra comme un immeuble démoli. « Arrête immédiatement !» exigea-t-elle, sa voix déjà brisée. « Non, c'est toi qui arrêtes !» répliquai-je, en conservant une neutralité tonale absolue. « Arrête de faire comme si quelque chose de tout cela pouvait encore être sauvé. Arrête d'emballer la culpabilité et les efforts domestiques et de les appeler des réparations. »« J'ai fait une stupide erreur, » protesta-t-elle en s'approchant, « une erreur insignifiante qui n'a rien changé de fondamental. Je me suis servi une portion modeste, sans l'inviter à manger avec moi, et me suis assis seul à la table. Alors considère ceci comme ta seule conséquence, dis-je en commençant à manger dans un silence complet. Elle resta figée, me dévisageant comme si j'étais un animal qu'elle avait autrefois connu, mais qu'elle ne parvenait plus à identifier. Finalement, elle murmura « Tu es délibérément cruel. » Je levai les yeux, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. « Non, » corrigeai-je, « je suis absolument clair. Quelque chose que tu n'as apparemment plus apprécié la nuit où tu l'as choisi. » Elle ne frappa pas à la porte de la chambre principale ce soir-là. Elle n'essaya pas avec une autre excuse. Je l'entendis dans la chambre d'amis, le bruit sourd de son poing frappant le mur une ou deux fois, par frustration. Mais je n'y suis pas allé, me contentant de plier mes vêtements pour le lendemain, de régler mon réveil sur 6h30 et de constater à quel point la maison semblait remarquablement paisible, sans que des mensonges ne consomment tout l'oxygène dans les pièces vides. Le lendemain matin, j'avais un rendez-vous au centre-ville. Je l'avais réservé uniquement à mon nom de famille et avait intentionnellement supprimé son nom de tous les documents. Le cabinet d'avocats se trouvait dans un vieux bâtiment en briques qui avait initialement servi de banque dans les années 1950, une sorte de structure avec des plafonds incroyablement hauts et de lourdes portes en bois qui se fermaient avec un bruit d'une finalité absolue. La réceptionniste offrit du café avec une politesse professionnelle. Je refusai poliment. L'avocat correspondait parfaitement à mes exigences. Marcus Reynolds, la cinquantaine, le genre particulier d'avocat qui avait vu trop d'hommes honnêtes ruinés lors de procédures de divorce par des partenaires utilisant la vulnérabilité comme une arme. Il me serra fermement la main et alla droit au but. « Nous parlons donc de la séparation des biens, » précisa-t-il. « Architecture préventive, corrigeai-je. Je veux que tout soit sécurisé de manière globale, avant que la situation ne s'envenime davantage. » Nous avons passé 77 minutes à examiner systématiquement chaque compte, chaque titre de propriété, chaque carte grise de véhicule. L'appartement m'appartenait exclusivement. Le chalet dans le Colorado, acheté 2 ans avant le mariage, présentait une situation identique, ayant été acquis avec l'argent de l'héritage de mon grand-père. Au total, il y avait 3 véhicules, dont techniquement 2 étaient immatriculés à son nom, mais entièrement financés et payés par moi. Ensuite, il y avait mon cabinet de conseil, la société à responsabilité limitée que j'avais créée de toutes pièces avant même que nous ne nous rencontrions. Depuis des années, elle accédait négligemment à ce compte professionnel, enregistrant des dépenses apparemment aléatoires sous des catégories volontairement vagues, telles que conseil en marketing ou soutien au développement commercial. Je l'avais autorisé, car cela ressemblait autrefois à un partenariat. Maintenant, cependant, cela ressemblait à un vol systématique. J'ai remis à Marcus un dossier que je préparais avec soin depuis des semaines. Depuis que j'avais remarqué pour la première fois des prélèvements sur ce compte professionnel qui ne correspondaient à aucun travail réel qu'elle avait effectué, j'avais rassemblé des relevés de comptes sur 3 ans, des historiques de transactions détaillés, des expertises immobilières, des documents d'assurance complets et, cachés stratégiquement au milieu, un contrat de mariage qu'elle avait signé 6 ans auparavant autour d'un champagne coûteux dans un restaurant sur un toit et qu'elle avait balayé d'un revers de main comme une formalité ridicule, tout en riant de ma prudence, apparemment excessive. Ce contrat de mariage était tout sauf standard. Dans les derniers mois avant sa mort,
Mon père m'avait aidé à le structurer avec des clauses extrêmement spécifiques. Si l'une des parties commettait un adultère prouvé par des preuves crédibles, certains biens protégés reviendraient immédiatement et automatiquement à la partie non fautive. Le chalet dans le Colorado avait une structure fiduciaire encore plus sophistiquée, absolument à l'épreuve des balles. Marcus a tout parcouru avec un intérêt professionnel évident, son expression se transformant progressivement en quelque chose qui frôlait le respect. Vous avez conçu cette structure de protection il y a des années, a-t-il remarqué avec une admiration manifeste. Mon père m'a appris à me préparer à des éventualités statistiques, ai-je expliqué. Il appelait ça une gestion des risques élaborée. La plupart des hommes ne font pas preuve d'une telle clarté quand ils sont émotionnellement affectés, a remarqué Marcus. Je ne suis pas émotionnellement affecté, ai-je constaté, reconnaissant la vérité de cette affirmation. Je veux juste que cela soit exécuté correctement et intégralement. Et nous avons rédigé des déclarations de séparation formelles pour chaque bien commun et préparé des documents complets pour bloquer son accès aux comptes qu'elle croyait à tort être définitivement communs. Nous avons également créé le cadre juridique complet pour l'exécution des clauses fiduciaires qui étaient restées en sommeil pendant des années. Tout était conçu pour être envoyé en recommandé avec accusé de réception, chaque enveloppe représentant une petite détonation contrôlée qu'elle n'attendrait qu'au moment où elle lui exploserait entre les mains. La maison était techniquement détenue au sein d'une société à responsabilité limitée. Les véhicules étaient loués par l'intermédiaire de mon entreprise. Les comptes d'investissement contenaient des restrictions de bénéficiaires qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire attentivement. Elle avait passé des années à construire une vie sur des fondations qu'elle avait empruntées, en supposant à tort que la bienveillance était fonctionnellement identique à la propriété légale. Maintenant, je récupérais systématiquement tout ce que j'avais permis de lui prêter. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je l'ai trouvé dans le salon, avec son ordinateur portable ouvert, entièrement concentré sur une démarche d'expiation ciblée. « J'ai pris rendez-vous pour nous chez le docteur Martinez », a-t-elle annoncé, sans lever les yeux de l'écran. « Ce thérapeute que tu respectais quand ton père est mort. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas ?» J'ai accroché mon manteau avec une précision méticuleuse. « Je n'ai pas perdu mon père, ai-je clairement affirmé. Il est mort. » Il y a une différence significative entre ces termes. Elle a cligné des yeux devant mon refus d'accepter son langage édulcorant. « Je pense que nous avons besoin d'une aide professionnelle urgente pour rétablir la confiance, » a-t-elle continué, la formulation visiblement répétée plusieurs fois. Je me suis longuement documenté sur la gestion de l'infidélité et les stratégies d'amélioration de la communication. Je suis allé au réfrigérateur et j'ai versé exactement 240 millilitres d'eau filtrée dans un verre. Il ne sert à rien de reconstruire quelque chose que j'ai déjà officiellement condamné, ai-je dit. Condamné ? Sa voix s'est légèrement élevée, trahissant sa confusion. Comme un bâtiment, ai-je expliqué patiemment. Structurellement instable, trop fondamentalement dangereux pour être habité en toute sécurité. Elle s'est levée avec une vitesse exagérée, la panique perçant enfin sa mise en scène d'un calme artificiel. « Attends, qu'est-ce que tu manigances exactement dans mon dos ?» J'ai dit que j'étais désolé. Je me donne vraiment du mal, là. Tu te donnes du mal maintenant, ai-je acquiescé, ce qui communique tout ce que j'ai besoin de comprendre. Tu n'étais pas désolé quand c'est arrivé. Tu n'étais pas désolé quand tu m'as menti à plusieurs reprises. Tu es désolé de t'être fait prendre. Cette observation planait comme la fumée d'un incendie dans l'air. Aucun de nous n'avait la capacité de l'éteindre. Elle n'était pas encore consciente des clauses fiduciaires, des entretiens avec l'avocat, des lettres recommandées déjà affranchies et prêtes à être envoyées, mais la prise de conscience approchait à grands pas. La cabane dans le Colorado n'avait jamais fait partie de ses destinations favorites. Trop isolée et retirée, se plaignait-elle à maintes reprises. Pas de bon restaurant à une distance raisonnable, un signal de téléphone portable incertain, toutes ces montagnes et ces arbres, et ce silence oppressant qui la mettait mal à l'aise. Cependant, lorsque des amis venaient nous rendre visite, elle posait avec un sourire calculé, un verre de vin à la main sur la véranda, mentionnant nonchalamment notre refuge et notre sanctuaire, comme si elle avait personnellement choisi chaque poutre et chaque pierre lors de sa construction. Elle n'avait jamais payé un seul impôt foncier, jamais contacté l'entrepreneur lorsque le toit fuyait,
jamais touché une clé à molette lorsque le chauffage tombait en panne de manière inattendue. Pourtant, elle n'avait aucun scrupule à se l'approprier chaque fois que cela servait son discours. J'avais créé la fiducie 4 ans auparavant, juste après l'enterrement de mon père, assis dans un cabinet d'avocat avec des documents qui recouvraient une table de conférence entière. Nous l'avions structurée avec le plus grand soin, en y intégrant des mécanismes de protection dont mon père était convaincu que j'aurais besoin un jour. La clause 4C était d'une précision impitoyable. En cas d'infidélité prouvée de l'une des parties, tous les droits d'usage et avantages patrimoniaux reviendraient immédiatement et automatiquement, sans négociation, à la partie non fautive. Elle l'avait signé sans lire au-delà de la première page. « Tu t'occupes de toutes ces paperasseries juridiques ennuyeuses », avait-elle dit avec désinvolture en faisant défiler son téléphone. « Ces documents me fatiguent. » Maintenant, je rassemblais les preuves. Des photos de l'extérieur de l'hôtel, de l'intérieur de l'hôtel, des relevés de cartes de crédit avec des horodatage précis. Ces SMS évoquant une urgence client inventée. J'ai tout classé dans un fichier numérique crypté et je l'ai transmis au fiduciaire avec un message laconique. Clause 4C activée conformément aux termes du contrat. Pièce justificative jointe. La réponse est arrivée dans les 6 heures. Disposition déclenchée conformément aux spécifications de la clause 4C. Les droits de propriété reviennent au donateur avec effet immédiat. L'occupant actuel dispose de 10 jours calendaires pour retirer ses effets personnels, faute de quoi ils seront confisqués. Je ne l'ai pas informé directement, laissant la notification juridique officielle remplir cette fonction. Elle a trouvé l'enveloppe 3 jours plus tard. J'ai entendu ses pas dans le couloir, le bruit de la réception du courrier trié négligemment, puis le déchirement du papier, un silence prolongé, puis un cri qui ressemblait à quelque chose de structurel qui se brisait dans sa cage thoracique. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-elle crié en se précipitant dans le salon, la lettre à la main comme une arme. « Tu as intenté une action en justice dans mon dos ? La cabane ? Tu es sérieux ?» Je lisais un livre, sans lever les yeux tout de suite, me contentant de tourner une page. « Tu ne peux pas me faire ça. » Sa voix s'est brisée sous l'effet de l'émotion. Cet endroit nous appartient à tous les deux. Nous y avons créé des souvenirs ensemble. Tu as expressément dit que c'était notre héritage familial. J'ai tourné une autre page lentement, exprès. J'ai dit pas mal de choses avant que tu ne sois dans une suite d'hôtels en chaussures de créateur avec un autre homme. Elle est restée là, tremblante, la bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Tu ne m'as même pas dit que ça se passait. Tu me laisses apprendre ça par le biais d'une notification juridique impersonnelle, comme si j'étais expulsé d'un appartement. C'est exactement ce qui se passe, ai-je dit d'un calme parfait. Expulsion de la propriété, du mariage, de la vie que tu pensais pouvoir maintenir, tout en mentant en permanence. Ça ne peut pas être légal, a-t-elle protesté désespérément, relisant la lettre comme si les mots pouvaient changer spontanément. Tu ne peux pas simplement me retirer de biens communs comme ça, à cause d'une simple technicité de fiducie. Ce n'est pas une technicité, ai-je expliqué. C'est une disposition contractuelle, le genre de détail que tu aurais compris si tu avais réellement lu ce que tu as signé. Son visage a traversé diverses émotions avant de se fixer sur une rage désespérée. Tu t'attendais vraiment à ce que je te trompe ? Tu as planifié ce scénario spécifique ? Je me suis préparé à des probabilités statistiques, ai-je corrigé. On appelle ça une évaluation réaliste des risques. Tu te souviens encore des concepts de base de la business school, au moins ? Elle m'a jeté la lettre. Elle a flotté jusqu'au sol comme un drapeau de reddition hissé. Cet endroit était aussi à moi, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Et tu m'as fait croire ça, rétorquai-je, tout comme j'ai cru avoir une femme qui valorisait l'honnêteté. Apparemment, nous souffrions tous les deux d'angle mort. Elle quitta la pièce en marmonnant quelque chose à propos de contacter un avocat, ce qui était presque amusant puisque mon propre avocat avait déjà confirmé qu'il n'y avait aucune voie de recours, aucune négociation possible, aucune issue. Seulement 10 jours dans un compte à rebours qu'elle ne pouvait ni arrêter ni inverser. Pendant ce temps, son existence professionnelle se désintégrait méthodiquement. La femme de David avait apparemment nourri des soupçons plus tôt que moi et avait engagé un détective privé qui documentait ses activités depuis des mois. 2 jours après mon SMS, l'épouse publia sur Instagram un message qui,
sans nommer personne explicitement, contenait suffisamment de détails pour que les gens de l'entreprise résolvent instantanément l'énigme. Il y avait une photo qui, à y regarder de plus près, reflétait subtilement dans le miroir de sa chambre d'hôtel mon écharpe de soie, unique et reconnaissable, appartenant à ma femme. Le jeudi matin, les ressources humaines l'avaient suspendue en attendant une enquête formelle. Elle rentra à la maison complètement désespérée, les cheveux en bataille, la mâchoire si crispée que les muscles tiraillaient visiblement. « Ils m'ont suspendue !» annonça-t-elle, s'arrêtant sur le seuil de la porte, comme si elle n'était plus sûre d'avoir le droit d'entrer. « Ça t'intéresse au moins, ce qui se passe ?» J'étais plongé dans des rapports financiers et ne levais pas les yeux. « Ça m'intéresse que tu aies mis ta propre carrière en jeu par tes choix, » répondis-je. « Cette responsabilité t'incombe entièrement. Tu aurais pu me défendre face à n'importe qui, tu aurais pu dire quelque chose qui aurait aidé. »« Et qu'est-ce que j'aurais dû dire exactement ?» rétorquai-je, finissant par croiser son regard. « Que tu n'as pas réservé une chambre d'hôtel au nom d'un autre homme, que tu n'as pas porté mon cadeau pour lui, que tu n'as pas menti à propos d'un prétendu rendez-vous client le jour de mon anniversaire. Quelle partie exactement aurais-je dû défendre ?» À cette question, elle n'avait absolument aucune réponse. Une semaine plus tard, l'entreprise formalisa tout. Licenciement pour faute professionnelle, conflit d'intérêts et violations éthiques. Son nom disparut de leur site web en l'espace de 2 heures. Je suis conscient du moment précis, car elle était assise dans la chambre d'amis lorsque l'email arriva, et j'ai entendu quelque chose, soit du verre, soit de la céramique, qui s'écrasa contre le mur. Elle sortit et semblait avoir vieilli d'une décennie en 10 minutes. « Ils m'ont viré, » dit-elle, sa voix totalement dénuée d'émotion. « Toute ma carrière, tout ce que j'ai construit, est parti. » « Alors tu comprends comment fonctionnent les conséquences, » dis-je. Pas cruellement, purement factuel. « J'ai besoin d'un endroit où aller maintenant, » dit-elle après un long silence. « Tu as de nombreuses options, » répondis-je. Mais aucune d'entre elles dans cette maison. Elle emménagea dans l'appartement de sa sœur aînée. 3 jours plus tard, elle partit avec 2 valises et son ordinateur portable. La sœur possédait une chambre d'amis avec un éclairage insuffisant et un futon qui grinçait à chaque mouvement. Je suis au courant de ces détails parce qu'elle m'a appelé un dimanche matin à 12h47 et a sangloté, se plaignant de l'inconfort de tout, de son incapacité à bien dormir, du manque de la façon dont je lui avais autrefois donné un sentiment de sécurité et de protection. Je n'ai pas répondu à cet appel, j'ai seulement enregistré le message vocal à des fins de documentation et me suis rendormi. Les rumeurs se sont répandues dans son réseau professionnel comme un feu de forêt dévastant une forêt frappée par la sécheresse. Quelqu'un qui avait compromis une relation client importante. Quelqu'un qui avait entamé une liaison avec un associé marié. Quelqu'un qui avait coûté à l'entreprise un compte précieux et avait provoqué un désastre en matière de relations publiques qui nécessitait une limitation des dégâts. Un scandale d'entreprise n'a pas besoin de confirmation officielle, seulement de suffisamment de chuchotements pour susciter une honte durable. Elle a tenté de contrôler l'histoire en contactant d'anciens collègues avec des explications soigneusement répétées. Nous étions pratiquement déjà séparés. La situation était compliquée et nuancée. C'est arrivé à une période exceptionnellement difficile. Personne ne l'a cru, car les preuves présentaient une histoire contraire, une histoire qui ne nécessitait aucune interprétation créative. Les semaines passèrent. Je devins plus calme, dormis beaucoup mieux, travaillais plus longtemps et, avec plus de concentration, retournais régulièrement à la salle de sport, commençais à travailler le bois dans le garage et appris à cuisiner des plats dont j'avais oublié à quel point je les aimais. La maison semblait physiquement plus légère, libérée des mensonges d'une autre personne qui occupait de l'espace dans chaque pièce. Elle revint une dernière fois un dimanche soir, fin mai. J'avais prévu cette visite. Il y a toujours une scène finale, une ultime tentative de réécrire l'histoire sous un jour plus favorable. Elle se gara négligemment dans l'allée, comme si l'urgence justifiait la désinvolture. Cette fois, elle ne frappa pas, mais entra simplement, comme guidée par une mémoire musculaire qui annulait la réalité actuelle. « Je ne suis pas venue pour me disputer », annonça-t-elle, sa voix soigneusement modulée. Elle portait quelque chose, un vieil album photo que nous avions acheté il y a des années,
Après notre 3e anniversaire, relié en cuir noir avec des ornements dorés, le genre qu'on remplit de photos imprimées au lieu de les stocker numériquement. Elle le posa sur la table basse, comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange. Ses yeux semblaient creux et fatigués, comme si elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours, peut-être des semaines. « Je l'ai trouvé dans mon garde-meuble, » dit-elle. « Je me suis dit que tu voudrais peut-être le récupérer. » Je restai immobile. Elle l'ouvrit lentement, ses doigts tremblaient légèrement, et s'arrêta sur une photo de nous à Prague. Ses cheveux étaient emportés par le vent, mon bras entourait sa taille. Elle avait l'air heureuse, elle avait l'air authentique. « Tu étais mon meilleur ami, » dit-elle, sa voix se brisant sur ces mots, avant que tout ne devienne si compliqué. Tu me donnais l'impression de ne pas avoir à me déguiser ou à faire semblant. Je jetai un coup d'œil à la photo, non pas à la recherche de nostalgie, mais de contexte. Son sourire était parfait ce jour-là, travaillé et exécuté, avec une précision parfaite pour l'appareil photo. « J'ai tout perdu, » murmura-t-elle. « Mon travail, ma réputation, mes amis. Ma sœur me fait déjà comprendre qu'elle va bientôt avoir besoin de reprendre sa chambre. Je n'ai littéralement plus rien. » Je pris la photo, la tins un instant entre mes doigts, puis la lui rendis. « Non, » dis-je doucement, mais fermement. « Tu ne l'as pas perdu. Tu l'as jeté intentionnellement. J'ai juste arrêté de le rattraper pour toi. » Elle prit la photo, comme si elle lui brûlait la peau. « Je t'aurais pardonné si la situation avait été inversée, » tenta-t-elle désespérément. « C'est la différence fondamentale entre nous, dis-je. Je ne fais pas de commerce avec un faux pardon. » Elle s'assit sur le tabouret, espérant peut-être que la proximité déclencherait un ancien réflexe de compassion, que la présence physique activerait des sentiments résiduels. Mais il n'y avait plus de réflexe, seulement de la clarté. Son téléphone vibra. Elle baissa les yeux et se figea complètement. Tout son corps se raidit. Je savais déjà ce qu'il contenait. Les documents de licenciement définitif, officialisant son chômage de manière permanente, son indemnité de départ, ses informations sur l'assurance maladie, la conclusion formelle de la carrière qu'elle avait construite pendant plus d'une décennie. Elle ne pleura pas immédiatement. Il fallut quelques secondes pour que cela pénètre. Puis vint le sanglot, aigu et impuissant. Ses épaules se courbèrent vers l'intérieur, comme si elle essayait de se replier sur elle-même et de disparaître complètement. Je me levai, allai dans la cuisine et me servis un verre dans la bouteille que j'avais conservée, non pas pour célébrer, mais juste pour reconnaître. Quand je revins, elle était toujours assise là, le visage enfoui dans ses mains. « Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour ?» dis-je, ma voix parfaitement égale. « C'est la première fois depuis des mois que je me sens complètement en paix. » Elle leva les yeux, ses yeux rouges et remplis de larmes. « Pas en paix parce que tu souffres, » précisai-je prudemment. « En paix parce que j'ai enfin cessé de me mentir sur ce que c'était, sur ce que nous étions réellement. » Elle se leva lentement et serra l'album photo contre sa poitrine, comme s'il pouvait lui offrir une certaine protection contre la réalité. « Je n'ai nulle part où aller, » dit-elle. « Tu as partout, » répondis-je. « Sauf ici. » Elle hésita dans l'encadrement de la porte, attendant peut-être que je m'effondre, que je tende la main, que j'offre l'ouverture dont elle avait besoin pour inverser la situation. Mais je ne le fis pas. Elle sortit dans la nuit. Je la regardai par la fenêtre monter dans sa voiture, rester assise là, complètement immobile, pendant 5 minutes, puis finalement démarrer le moteur et partir. Je ne l'ai plus jamais revue après cette nuit. C'était il y a 6 mois. J'ai vendu l'appartement en juillet et j'ai déménagé ici, dans le Colorado. L'isolement qu'elle détestait est exactement ce dont j'avais besoin. Je travaille maintenant à domicile, je suis consultant pour 3 entreprises différentes et je gagne beaucoup plus qu'avant. Le silence n'est pas vide, il est pur et délibéré. Certains matins, je bois mon café sur la terrasse et regarde le soleil se lever sur les montagnes. Et je repense à ce dîner d'anniversaire, à être assis seul à cette table, à attendre quelqu'un qui était déjà parti depuis longtemps. Ça m'avait fait mal à l'époque. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une libération. Je ne suis pas aigri. Je ne surveille pas ses profils sur les réseaux sociaux et je ne demande pas non plus à nos amis communs ce qu'elle devient.
Quelqu'un a mentionné comme ça en passant qu'elle travaillait dans le commerce de détail, dans une boutique de vêtements d'un centre commercial, et qu'elle partageait un appartement avec 2 colocataires qu'elle avait trouvés sur Craigslist. Une partie de moi ressent quelque chose à ce sujet. Peut-être de la pitié, peut-être un sentiment de justice. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'est. Mais surtout, je me sens simplement libre. Libre des mensonges, du simulacre, de la construction d'une vie basée sur la version de la vérité d'une autre personne. Libre de recommencer à zéro, avec l'honnêteté, comme véritable fondation, au lieu d'une option décorative que l'on choisit quand ça nous arrange. J'ai rencontré quelqu'un récemment, Karen, une photographe qui habite à 2 villages d'ici. On prend notre temps et on a de vraies conversations sur les attentes et les limites, et sur ce que nous attendons réellement des relations. Elle ne connaît pas encore toute l'histoire, mais elle l'apprendra quand le moment sera venu. Et cette fois, je fais attention aux signes que j'avais ignorés auparavant, ces petites trahisons qui prennent de l'ampleur quand on les ignore systématiquement. Mon ex-femme a pris une décision ce soir-là. Elle a préféré l'excitation passagère à la confiance durable, le secret à l'honnêteté, une chambre d'hôtel à un mariage. C'était ses décisions. Et elle les a prises en toute conscience. Moi, j'ai juste arrêté de faire comme si elles n'avaient pas d'importance. Certains ponts qu'on brûle feraient mieux de rester en cendres. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous vous sentez bien ici et que cela vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner. Beaucoup de choses intéressantes vous attendent.